Merci d'avoir répondu à l'invitation de notre amicale et d'être présents aussi nombreux à notre conférence intitulée « Roquefort, un berceau de la résistance ». Merci, Monsieur le maire, pour nous accueillir en ce lieu. Cette initiative s'inscrit dans nos objectifs associatifs, favoriser la connaissance de l'histoire de la résistance aveyronnaise. Nos actions diverses restent autonomes et ne sauraient être confondues avec d'autres de grande importance, relevant d'initiatives ayant un caractère privé et accessible sur seule invitation. En harmonie avec elles, notre amicale souhaite aboutir, dans les prochains mois, à la publication d'un ouvrage « Résister dans le Sud Aveyron, contribution pour un autre regard ». La conférence qui va suivre a pour ambition de présenter certaines spécificités et d'expliquer l'originalité de l'engagement résistant de notre région. Monsieur Daniel Bertrand analysera le fonctionnement interne de la Société des caves dirigée par deux directeurs, Robert Fleury et Léon Fréchet, aidés du sous-directeur André Biraud. Il mettra en relief leur complémentarité professionnelle et leur parfaite confiance respective qui créèrent des conditions bénéfiques pour la résistance. Personnellement, je décrirai le rôle très spécifique de Léon Fréchet, sa conception et la mise en place de l'armée secrète. Ce pionnier de la résistance fut surtout l'organisateur d'un efficace accueil de réfractaires avec l'appui de Millavois et de Saint-Africain, mais aussi d'habitants de toute notre région. Nous y associerons des femmes, des hommes, des salariés de Roquefort, des producteurs de lait, des professions libérales ou commerçants, des employés du service public. Une belle page d'histoire, mais marquée aussi de douloureuses blessures pour les familles ayant perdu l'un des leurs dans ce combat de la résistance. Je vous remercie. Monsieur Bertrand. Oui. Donc je vais me présenter, je m'appelle Daniel Bertrand. Je suis un ancien cadre de Société des caves, Lactalis, AOP et Terroir, où j'ai passé 35 ans. Et j'interviens aussi au niveau du Saloir, donc qui est le centre de la mémoire de Roquefort, qui dépend de la commune de Roquefort. Et puis j'interviens aujourd'hui auprès de vous en tant que membre de l'amicale du Mekki-Polkey. Voilà. Donc je vais essayer en quelques minutes de vous présenter un nouvel éclairage sur la résistance au travers de deux personnes, d'un binôme de directeur de Roquefort qui était composé de Léon Fréchet et Robert Fleury. Alors quand on parle de résistance à Roquefort ou dans l'Aveyron, on pense tout de suite à Léon Fréchet qui était le chef de l'armée secrète pour l'Aveyron et la Lozère et qui était directeur de Société des caves. Il a été un des organisateurs majeurs, et c'est ce que démontrera Monsieur Moiset dans sa partie, un des organisateurs majeurs de la résistance dans le département. Il s'est appuyé pourtant sur des hommes en qui il pouvait avoir confiance. Donc quand on parle d'armée secrète, dans l'armée secrète, il y a secret. Donc il faut avoir confiance, une confiance totale dans les gens avec lesquels on va pouvoir agir. Et cette confiance, il va la trouver dans deux domaines ou deux types, dans deux populations, on va dire. D'une part, celle des protestants. Donc, en l'occurrence, sur Millau, on va voir Alfred Merle, sur Saint-Afrique, André Martin, ou sur Camarès, les frères Rachou. Le second domaine sur lequel il va pouvoir s'appuyer, c'est le domaine professionnel. Et c'est celui que je vais pouvoir développer.
Sur le domaine professionnel, il y a bien sûr le groupe Société des Caves. Je parle du groupe Société des Caves. Société des Caves, en 1940, c'est 3 sociétés sur Roquefort. C'est Société des Caves de Roquefort, c'est les Caves Associées et c'est les établissements Rigal. Y compris, et après, il y a d'autres sociétés qui sont des sociétés de commercialisation ou de fabrication, mais en Auvergne. Donc, dans ces sociétés-là, il va s'appuyer sur ses collaborateurs directs. En l'occurrence, alors la liste n'est pas exhaustive, hein, mais des noms qui me viennent à l'esprit. Jean Bosque, qui était qui appartenait aux établissements Rigal, mais aussi André Biraud, qui était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le directeur financier administratif, le sous-directeur financier administratif, qui collaborait donc qui était un collaborateur de M. Fleury à l'époque. Et puis des personnes comme Achille Galtier, le directeur des caves associées, Jean Calme ou Pierre Decuppe. Voilà. Donc, alors ça, ce sont des noms. Après, bien sûr, il y avait il y avait des personnes qui appartenaient au personnel de Société des Caves, des employés, dont je ne vais pas citer les noms, et bien sûr les chauffeurs qui ont joué dans la période de résistance un rôle très très important, chauffeurs de camions et chauffeurs de voitures. Au-delà de l'entreprise, il va s'appuyer aussi sur le village et sur les connaissances qu'il pouvait avoir sur le village. Donc, c'est la société civile, je pense notamment au docteur Vérac, qui va jouer un rôle important. Je pense aussi à des industriels concurrents, Maurice Bouet, hein, ou bien et aussi du personnel d'entreprises concurrentes, Marais Grimal. Alors pourquoi Marais Grimal en particulier? Parce que Léon Fréchet a été directeur de Marais Grimal entre 1923 et 1928. Donc c'est des gens qu'il connaissait bien. Et puis bien d'autres que je ne pourrais pas citer. Et le troisième volet sur lequel il va s'appuyer, c'est le monde agricole. Le monde agricole, c'est-à-dire les producteurs de lait de brebis, et en règle générale tout le monde agricole. Il faut savoir que Léon Fréchet, à partir de 1929, a sous sa responsabilité ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la relation producteur, ce qu'on appelait à l'époque l'achat-lait. Donc il connaît très bien le monde agricole, il connaît très bien les producteurs de lait et il va s'appuyer sur ces personnes pour pouvoir monter ces réseaux. Voilà. Donc là, je vous ai... voilà les personnes sur lesquelles il va s'appuyer. Puis il y a une personne dont on parle, mais qui ne fait pas partie de l'armée secrète, c'est-à-dire ce qu'on appellera l'AS. Hein. Donc c'est une personne qui ne fait pas partie de l'armée secrète, qui officiellement ne fait pas partie de la résistance, et pourtant qui va jouer un rôle important dans ce phénomène, c'est Robert Fleury. Donc Robert Fleury était le binôme, à partir de 1929, était le binôme professionnel de Léon Fréchet, et donc il va jouer un rôle important dans toute cette période-là. Alors, je voulais juste... oui. Et donc, la preuve en est, c'est qu'en septembre 1944, Jean Bosque, qui était alors le président du comité de libération de Roquefort, va nommer Robert Fleury membre d'honneur, alors qu'il ne fait pas partie officiellement de la résistance. Voilà. Donc, je vais vous lire une phrase de Léon Fréchet, qui parle de Robert Fleury. C'était en 1961. Il dit la chose suivante. Durant 33 ans, dans la même passion de notre travail, nous avons œuvré côte à côte pour tracer le même sillon, donnant du collier au mieux, ensemble ou séparément, pour franchir les obstacles et tourner les écueils. Notre binôme puisait sa force dans sa cohésion et sa cohésion dans une loyale camaraderie, dans l'affinité et la compensation de nos caractères. Donc ce que je vous propose, c'est de voir où étaient ces affinités, quels étaient les points communs entre ces deux hommes et surtout, quelles étaient leurs différences qui pouvaient apporter de la complémentarité. Donc, en ce qui concerne les points communs, ce sont deux hommes de même génération. Léon Fréchet est né en 1893, Robert Fleury en 1891. Donc ils avaient, en 1943, l'un avait 50 ans, l'autre avait 53 ans. Donc on est quand même en face d'organisateurs de résistance qui sont déjà des personnes, on va dire, d'un certain âge. Hein.
Ils ont été élevés dans une France de la fin du 19e, début du 20e siècle, on va dire qui était revancharde, qui avait cultivé un sentiment anti-allemand. Ça va jouer par rapport à leur réaction en 1940. Ils sont tous les deux, ils ne sont pas d'origine aveyronnaise. Ça, c'est important. Donc Léon Fréchet et ni moi, Robert Fleury est né à Versailles. Alors c'est important puisque, en fait, M. Moisé vous parle toujours de résistance dans l'Aveyron et non pas de résistance aveyronnaise. Parce que la résistance dans l'Aveyron a été faite aussi par des non-aveyronnais. Un point commun aussi, ils sont tous les deux polytechniciens, donc une école qui cultive et qui a beaucoup cultivé le patriotisme. Donc ils étaient de la promotion 1912 et 1914. Et enfin, un des points communs, ils ont été embauchés tous les deux après la guerre, après la Première Guerre mondiale à Roquefort. Léon Fréchet en 1923 chez Marguerite-Mal, et il rejoindra Société des Caves en 1929 et Robert Fleury en 1919 en tant qu'adjoint du directeur de l'époque qui était Émile Mesclé, avant de devenir lui-même directeur en 1929 avec Léon Fréchet. Et puis, dernier point, leur orientation politique, donc ce sont des hommes de droite, hein, et d'où leur adhésion en fait aussi à l'armée secrète et au mouvement gaulliste. Voilà. Donc voilà, ça c'est leur point commun. Ces points communs vont leur apporter des affinités. Après, ils ont une différence majeure qui est une différence de comportement, on va dire, ou de réaction par rapport aux événements. Léon Fréchet, on le présente souvent comme un combattant, comme un guerrier. Monsieur Moisé vous dira comme un chef de guerre. Robert Fleury, c'est différent. Robert Fleury, c'est un diplomate. C'est un homme de dialogue et c'est un homme qui va essayer de trouver le compromis, je vous l'expliquerai après, qui va convaincre l'adversaire de certaines choses. Et parfois, on va dire avec un mensonge. Mais bon, c'était la guerre. Hein, voilà. Donc, pour ce qui concerne Léon Fréchet, dont je vous ai dit c'est un combattant, c'est un homme qui a, pendant la Première Guerre mondiale, a eu 5 citations, ce qui est quand même exceptionnel. Il a été blessé 2 fois. Hein, et je vais vous lire 2 de ces citations qui vont vous permettre de voir quel pouvait être le caractère de ce monsieur. Citation à l'ordre de la 6e armée, le 18 novembre 1917. On est au chemin des dames, hein, c'est là où il a été gazé. Hein. La citation dit « Jeune officier d'une valeur exceptionnelle, coutumier des actes de bravoure, le 27 octobre 1917, il s'est maintenu toute une journée pour observer ses tirs dans un petit poste constamment bouleversé par les tirs d'artillerie lourde. Apercevant des fantassins allemands qui, pour repousser les nôtres à la grenade, sortaient de leurs tranchées, il a abattu 2 soldats à coups de fusil, obligeant les autres à se mettre à couvert et permettant ainsi aux nôtres de regagner leur ligne de départ. » Alors là, c'est symptomatique de son caractère. Bon, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui est toujours aux avant-postes, et on va le voir, M. Moisé vous en parlera peut-être pendant la période de résistance, c'est un homme qui a besoin de vérifier sur le terrain et d'organiser sur le terrain. Donc il est toujours aux avant-postes. Et là, c'est ce qui se passe, comment dire, ce qu'on décrit dans cette citation. Une deuxième citation qui est intéressante, c'est celle du 7 juillet 1918. Par son calcul, sa bonne humeur et son sang-froid, sous les bombardements les plus violents, il a électrisé son personnel, exécutant dans l'ordre le plus parfait et de minimum de tir les nombreux changements de position rendus nécessaires par les fluctuations du front et reprenant sans répit l'exécution d'un feu intense. Bon, donc là, on voit, c'est un homme. Léon Fréchet est un meneur d'hommes. Hein. D'ailleurs, on l'appelait à l'époque le patron. Hein. C'est quelqu'un qui, sous un feu de bombe, est capable de garder énormément de sang-froid et de calculer pour pouvoir organiser la contre-attaque. Voilà. Donc, c'est quelques traits de caractère. Robert Fleury est un homme différent.
Alors, pour une raison bien simple, déjà, Robert Fleury est un homme qui va avoir du mal à se projeter sur le terrain, à aller on va dire, sur le front ou sur l'action. Pour une raison bien simple, pour ceux qui l'ont connu, M. Fleury marchait avec une canne. Donc, M. Fleury, Robert Fleury, avait eu une maladie d'enfance qui faisait qu'il avait une atrophie sur la jambe gauche et il pouvait avoir du mal à marcher et à se tenir debout. D'ailleurs, il n'a pas été mobilisé sur le front en 1914. Il a été mobilisé en tant que soldat dans une fonderie de guerre. Il travaillait à la fonderie de guerre de Castelsarrasin. Voilà. Donc, lui va développer un autre mode d'action qui est la diplomatie. Et la preuve en est, je vais vous parler de ce qu'il a mis en place à partir du 4 janvier 1944. Il ne l'a pas fait tout seul. Il était épaulé à l'époque dans cette opération par André Birot, qui était son adjoint. Donc, il a mis en place ce qu'il a appelé, ce sont ses mots, hein, la protection diplomatique extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que la protection diplomatique extérieure? La protection diplomatique extérieure, c'est toute la démarche qui va être faite auprès de l'administration de Vichy et à travers l'administration de Vichy auprès de l'occupant, c'est-à-dire les Allemands, pour les convaincre qu'à Société des Caves et à Roquefort, il n'y avait pas plus de résistants qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était certainement pas un berceau de résistance. Voilà. Donc, en 1945, Robert Fleury écrivait « Jouant sur les mots, nous avons soutenu que la suspicion contre nous était ridicule, qu'il n'y avait pas de maquis à Roquefort, comme l'avaient affirmé les Allemands le 18 mai, mais simplement des sympathisants comme partout ailleurs. » Voilà, donc en fait, vous voyez, un mode d'action qui est totalement différent, hein, mais qui a son efficacité, hein, qui a son importance. Alors, je vous ai parlé de ce binôme professionnel. Ce binôme professionnel, il s'est créé en 1929. Il a été créé par le directeur de l'époque, Émile Masclet, qui montait au conseil d'administration et qui va avoir l'idée surprenante, hein, de faire diriger Société des Caves non pas par un directeur, mais par deux directeurs. C'est-à-dire que Société des Caves, entre 1929 et 1944, est une entreprise totalement bicéphale. Elle a deux têtes. Donc, ce qui oblige automatiquement les deux personnes, les deux directeurs, à travailler en osmose complète. Donc, il n'était pas question d'avoir des différends ou des litiges, il fallait être d'accord sur tout. Et donc, ils vont apprendre, pendant les 11 ans qui séparent 1929 à 1940, ils vont apprendre à travailler ensemble. Et cette façon de travailler ensemble, et cette confiance mutuelle qu'ils vont pouvoir avoir, ils vont la mettre en place pendant la période de la guerre. Voilà. Alors, c'est un binôme en plus qui était un peu compliqué, puisque Léon Fréchet avait comme responsabilité l'amont et l'aval de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il avait comme responsabilité les producteurs de lait, c'est ce qu'on appelait à l'époque la chalet, hein, c'est-à-dire la relation producteur, et la vente. Donc la vente en France et l'export, c'est-à-dire l'amont et l'aval de l'entreprise. Et Robert Fleury avait le cœur, sous sa responsabilité, le cœur de l'entreprise, c'est-à-dire en fait tout l'industriel, les fromageries, les caves, les chambres froides, tous les services techniques et les parcs de voitures et de camions, tous les transports. Et il avait une deuxième partie qui était sous l'autorité d'André Birot, qui était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être le corporate, c'est-à-dire l'administratif, le financier et le personnel. Et d'ailleurs, André Birot, qui était, on va dire, le financier de Société des Caves, était le trésorier de Léon Fréchet. Donc voilà. Donc en fait, il y avait, on va dire, des passerelles, on va dire, entre la vie professionnelle, de toute façon, et les fonctions qu'on pouvait avoir dans les milieux résistants. Donc, ce binôme va continuer à partir de 1940. Ce binôme va continuer et va exister jusqu'à l'arrestation de Léon Fréchet le 3 mai 1944. Donc, dans ce binôme,
Léon Fréchet, c'est bien sûr, je vous l'ai dit, c'est le combattant, c'est le chef de guerre. Je ne vais pas m'apesantir, enfin, je ne vais pas développer ce sujet, je vais vous parler peut-être plutôt de l'action de Robert Fleury. Robert Fleury, donc je vous ai dit, c'est le diplomate dans le binôme. Alors, la diplomatie, il faut être clair, la diplomatie, c'est un moyen. La diplomatie, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'était la protection. En fait, quand on parle d'ailleurs de protection diplomatique extérieure, il y a le mot protection. C'est-à-dire que l'action de Robert Fleury, ça sera une action il va jouer, on va dire, va jouer en défense. C'est celui qui va mettre en place la protection. Alors la protection, je vous en ai parlé vis-à-vis des Allemands et de l'occupant et vis-à-vis de Vichy. Hein, ça mais aussi protection à la libération. Il faut savoir qu'à la libération, l'entreprise est attaquée de tous les côtés, hein, peut être attaquée de tous les côtés. Et donc, qu'est-ce que va faire Robert Fleury ? Il va protéger notamment Société des Caves vis-à-vis des gens qui pourraient l'agresser. Hein. Donc, si certains ont dû voir une lettre qui est assez célèbre, où en fait les autorités de la libération, notamment le colonel Journet, va reconnaître que le groupe Société des Caves a joué un rôle très important pendant la libération, pendant la résistance. En fait, c'est tout simplement à l'initiative de Robert Fleury. C'était une façon de prouver que l'entreprise avait joué un rôle pendant la résistance et de se protéger des attaques extérieures qu'il pouvait y avoir. Donc ça, c'est un type de protection. Il va y avoir aussi une protection, une protection, on va dire, du village, de la population du village. Il faut savoir qu'à partir de 1941, Société des Caves met en culture ses terres et en 1942 va même louer des terres qu'elle va cultiver pour nourrir la population de Roquefort. 1942, on plante quand même, elle plante sur ces terres 40 000 choux. Hein. On va ensemencer 15 hectares de pommes de terre, on va ensemencer 1 ou 2 hectares de carottes, on va construire un poulailler, on va construire à Tindigue une porcherie, et tout ça pour alimenter, pour organiser le ravitaillement du village, pour alimenter la population entière de Roquefort, et ça de façon, on va dire, gratuite. Hein. Alors, une partie aussi des vivres partait dans les maquis, il faut le savoir, parce qu'il fallait aussi, faire vivre les gens qui étaient dans les maquis. Alors, dans ce schéma-là, on va retrouver des noms comme Jean Bosc, on va retrouver des noms comme Marius Vial, donc qui était sur Tindigue. Alors, ça c'est l'aide en nature. Il y a aussi de l'aide financière, une aide financière qui va être apportée aux personnes âgées, puisqu'on va faire à l'époque, on met en place des compléments de retraite, ce qu'on appelait à l'époque l'assurance vieillesse. Il faut savoir qu'en 1942-1943, il y a une inflation énorme et aucune augmentation de salaire ou augmentation de retraite. Donc la vie est très difficile. Donc on va mettre en place ces compléments de retraite. On va mettre en place aussi une aide financière spécifique aux absents. Alors les absents, c'est qui les absents ? Les absents, ce sont les prisonniers, d'une part, et puis aussi tous les réfractaires au STO, tous ceux qui ont pris qui sont partis dans la clandestinité pour ne pas aller au travail obligatoire en Allemagne. Et Roquefort, en l'occurrence, de mémoire, il devait y avoir 16 hommes qui étaient réfractaires au STO. Voilà. Et puis, alors une aide financière, alors qui n'est pas sur la population, aide financière qui est plutôt pour la résistance, puisque Société va financer la résistance. Et à une époque où d'ailleurs l'économie était très très difficile, Société cherchait en 1943, Société cherchait 50 millions de francs. Il n'y avait plus d'argent en caisse. Les conditions de vie ou économiques avec les instances de Vichy étaient extrêmement difficiles. Donc on vendait, pour être clair, on vendait le fromage à perte. Hein.
hein, où on ne vendait même pas le fromage. Voilà. Et donc, malgré tout ça, on va sortir, et notamment c'est le directeur financier de l'époque, André Birot, avec Robert Fleury, qui vont sortir, qui vont faire un chèque à la Résistance d'1 million de francs à l'époque. Et puis je finirai pour parler de Robert Fleury. Je vous ai dit, il n'a pas fait beaucoup de terrain. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de terrain, il ne pouvait pas. Mais quand il l'a fait, je veux dire, il a réussi quand même à en faire. En 1944, en juin 1944, il s'absente d'un conseil d'administration. Tout le monde était très étonné. Ben, il est parti organiser le brancardage de Jean Bosc à Montagnol, qui non seulement était malade, donc il était avec le docteur Vérac, hein, il est parti avec le docteur Vérac, qui non seulement était très malade, mais en plus, la Gestapo était en train de chercher dans cette région-là et essayer de le trouver. Donc il fallait rapidement le sortir de cette région-là. Voilà. Et puis, bien sûr, toute l'action qu'il a pu avoir avec Léon Fréchet. Donc, Léon Fréchet a été arrêté le 3 mai 1944. Les recherches qui ont pu être faites sur Léon Fréchet, mais aussi François Galtier, pour savoir où il pouvait être. Et là, les recherches ont eu lieu fin 1944, début 1945, en faisant intervenir des intermédiaires en Suisse auprès de diplomates allemands pour essayer de voir où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils avaient été déportés, hein, à une époque où en fait l'Allemagne n'avait pas encore capitulé. Donc c'est toute cette action qui a été faite. Alors je peux parler aussi de l'action qui a été faite entre André Birot et Robert Fleury, qui à un moment donné, par leur action, entre guillemets leur diplomatie, ont contribué à faire sortir Pierre de Cupt des mains de la Gestapo. Hein, voilà. Donc voilà le type d'action qu'a pu avoir Robert Fleury. Alors juste pour finir, je vais vous lire un extrait d'une lettre de Jean Bosc qui date du 30 septembre 1944 et qui dit la chose suivante: je remercie Robert Fleury pour son action personnelle, notamment en faveur des prisonniers politiques et leurs familles, et contre les déportations et réquisitions de l'ennemi. Action qui fut particulièrement efficace après les descentes de la Gestapo et la disparition de M. Fréchet. Voilà. J'en ai terminé. Je ne sais pas si... Ma présentation s'intéresse beaucoup plus aux aspects militaires de la résistance. Mais vous comprenez déjà, par ce qui vient d'être dit, l'importance de Roquefort dans un dispositif qui va dépasser très largement le Saint-Africain et s'étendre à une grande partie de l'Aveyron. Personne ne prévoyait en juin 1940 le devenir immédiat de la France vaincue. Seule une infime minorité pensa possible de continuer la lutte, quelques-uns s'inspirant du général de Gaulle. Vouloir résister n'allait pas de soi, et l'esprit de résistance se résumait, les historiens le démontrent largement, à une intention. Rien n'existait, tout devait être inventé, improvisé. Il fallut plus de 2 ans pour que cette intentionnalité devienne fonctionnalité, autrement dit efficace. 2 ans pour que le bricolage inventif de quelques pionniers aboutisse à une organisation collective structurée. Eh bien, dans le Sud-Aveyron, dans cette intention, puis dans cette fonction, Roquefort a joué un rôle essentiel. Et à Roquefort, ce fut Léon Fréchet, l'un des pionniers de la résistance. Pourtant, quand la défaite intervient et que l'on analyse les déclarations de Léon Fréchet, juillet 1940, alors que l'État de Vichy
se met en place, les déclarations de Léon Fréchet n'ont rien de transgressif. Il est dans l'optique du moment, dans une approche très bourgeoise, ce qu'il est, mais en même temps patriotique. Il déplore la défaite, il en souffre. Il se dit blessé dans son orgueil de Français et d'anciens combattants. Mais il pense que du mal, qu'il croit passager, sortira le bien et qu'une forme de rédemption sera accomplie. En fait, rien de révolutionnaire, aucun esprit de résistance, du moins déclaré. Et pourtant, déjà dans l'ombre, en contradiction avec ce qu'il disait en juillet 40, dans les mois qui suivirent, il regarde vers Londres. Dans la famille, on écoute Radio Londres, déjà. On s'intéresse à l'esprit de résistance. Il a des contacts étroits, les premiers contacts avec des mouvements naissants à Montpellier, le mouvement Liberté notamment. Et des liens sont établis qui auront leur importance par la suite. Mais surtout, cet homme qui n'est pas un résistant, mais qui a envie de l'être, contribue à cacher dans notre région, avec des liens familiaux parfois, ou d'autres encore, des armes, de l'essence, des documents militaires, voire des tableaux provenant du Louvre. C'est donc quelqu'un qui officiellement n'est pas résistant, qui a même un discours public plutôt favorable à Vichy et qui pourtant dans l'ombre organise la résistance, sa résistance. Les contacts étant pris, il s'amplifie. Il a des liens avec des professeurs de droit de Montpellier, Tedgen, Courtin. Il établit des liens étroits avec Alfred Merle, avec le notaire Groll de Rodez, avec Foissac, avec Dutheil, avec qui il est en relation d'affaires, pour des raisons dues à la société. Et le voilà donc en train, dès 1942, d'organiser dans le 7 africain l'introduction, non pas plus de liberté, mais de combat, qui était la fusion de plusieurs mouvements du départ. Et voilà Léon Fréchet qui devient un organisateur local de résistance, mais dans un cadre plus général, celui du département. Son importance s'accroît. Les réseaux s'étoffent, mais ce sont des réseaux tout à fait occultes, qui n'ont encore aucune grande importance. Le chef désigné de cette résistance miavoise, saint-africaine, roquefortaise, c'est Alfred Merle. Il est le chef de l'armée secrète. Mais Alfred Merle est trop surveillé. Il a osé, lui, dès le mois d'août 1940, déclarer lors d'une séance plénière de la Chambre de commerce et d'industrie qu'il ne se ralliait pas au maréchal Pétain. On est mi-août 1940. Ça lui coûtera sans doute sa vie plus tard. Alfred Merle étant en difficulté, étant surveillé, dans l'impossibilité d'agir, Courtin va choisir Léon Fréchet comme chef départemental. On est le 18 novembre 1942.
tout doit être encore construit réellement. Eh bien, c'est ce nouveau chef départemental de l'armée secrète avéronaise qui va en assurer la totale réalisation. Il vient de commettre une petite erreur. Le 9 novembre, à l'annonce du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8, la veille, il a osé mettre un drapeau tricolore à la fenêtre du logement. Ce qui lui vaut évidemment une enquête policière où il est démontré que ses sentiments anglophiles sont évidents, que son hostilité, sa germanophobie est encore plus évidente et qu'il souhaite la victoire des Alliés. Cette enquête de police, diligentée contre Léon Fréchet, emploie les mêmes termes, les mêmes accusations et la même nécessité de surveillance contre Fleury. Les deux sont parfaitement visés. Il échappe encore à la sanction, mais sa situation s'aggrave puisque quelques mois plus tard, le mi-mars 1943, une dénonciation émanant des amis de la Légion française des combattants de Sainte-Afrique est adressée à Rodez, accusant nommément Léon Fréchet de double jeu, de dire en aparté qu'il est français, qu'il soutient le maréchal Pétain, et pourtant, dans les faits, d'être déjà un résistant. Alors se pose une question pour nous, dans le travail de mémoire et dans l'analyse historique. Est-il maréchaliste ou est-il résistant? Aucun problème. Il est, comme beaucoup, maréchaliste. Et il est déjà, comme peu, résistant. C'est un paradoxe que les historiens ont évidemment traduit par un nouveau concept. Nous les appelons les vichistos résistants. Ça fait sourire, c'est vrai, aujourd'hui. Mais dans l'époque, il n'y a pas de paradoxe en fait. Beaucoup de ces bourgeois sont des patriotes. Ils sont anciens combattants, pour la plupart 14-18. Et ils sont germanophobes. Ils veulent véritablement la défaite de l'Allemagne. Mais en même temps, ils sont dans l'esprit du temps, de leur classe sociale, de leur analyse, je dirais, économique, politique. Ce sont des gens de droite. Ils n'ont pas aimé le Front populaire, soyons-en sûrs. Mais ils veulent la victoire de la France. Et donc, ils regardaient aussi vers Londres. Ils faisaient, ça peut nous surprendre à nous aujourd'hui, confiance aux deux hommes. Ils pensaient que le maréchal Pétain était le bouclier de la France et que De Gaulle serait l'épée, celui de la victoire, et que de leur connivence supposée sortirait une France libérée. Les faits ont montré que ce n'était pas vrai, mais c'est le problème du mouvement combat. Pour Fréchet, la clarification interviendra. Elle intervient justement fin 1942, quand il doit véritablement abandonner ce que l'on appelle l'hypothèque Vichy, et qu'il faut faire le choix délibéré d'une résistance combattante qui devrait en même temps combattre les Allemands et en même temps les partisans de Vichy. Et le voilà parce qu'il est chef départemental en titre, successeur d'Alfred Merle, obligé de fait, car il a cette conception, de créer
car elle n'existe pas. L'armée secrète, c'est un mot, c'est un sigle, mais ça n'est pas une réalité dans le terrain. Eh bien, c'est Léon Fréchet, le deuxième chef nominal de l'armée secrète, qui va la construire. Il dit lui-même dans ses mémoires, 42-43 fut une année de coordination et de mise en place, de recrutement, d'encadrement, de constitution de stock et de liaison. Mais il dit surtout qu'il fallait tout faire pour qu'aucun Aveyronnais ne partît en Allemagne. Et voilà la clé. Il est un de ceux, et en cela il a été ô combien influencé par Jean Bosc, qui en a sans doute été l'initiateur premier de cette volonté d'empêcher ou de permettre aux jeunes Aveyronnais de ne pas partir en Allemagne, pour le STO ou pour l'organisation TOT, ce qui revient strictement au même. Pour cela, il va, puisque ça n'existe pas, créer une ossature administrative de l'AS. Il invente. L'Aveyron et la Lozère, dont il a la responsabilité, puisqu'il s'occupe des deux départements, seront divisés en 4 districts. La Lozère, le Nord-Aveyron, le secteur de Rodez et le Sud-Aveyron, entendez par là l'arrondissement Millau, Saint-Afrique, Réquistan-Nocel. Ce Sud-Aveyron est évidemment permet par des sous-organisations cantonales de justement structurer par des responsables. Alors, on connaît ceux du Sud-Aveyron, essentiellement, c'est eux qui nous intéressent essentiellement. Il va choisir, M. Bertrand l'a déjà dit, d'abord dans les gens qu'il connaît. On connaît ceux de la communauté protestante. André Martin, le Gavaudot, le docteur Cambon, le pasteur Balti, la famille Boyer en Saint-Afrique, la famille Rachou et le gendre Michaud à Camarès. Il va encore choisir des personnes de confiance, mais au-delà des protestants, hein, Jean Bosc, mais qui est déjà un de ses conseillers, Dutheil à Millau, Mademoiselle Salvignol, on change même de registre. Il arrive à établir des contacts avec le docteur Cossat, qui pourtant, Cossat n'est pas à l'AS, qui est ce qu'on pourrait appeler un compagnon de route du Parti communiste. Il est beaucoup plus à gauche, mais il joue cette carte-là, ou encore des ingénieurs de Sorgue et Tarn avec Subsol. Mais au choix des hommes, des premiers hommes, d'autres femmes viendront par la suite, il sait s'associer, il sait attirer des entreprises. Et voilà un autre trait de M. Fréchet. D'abord, il y a celles qui sont faciles. L'entreprise Rachou à Camarès est acquise, de par l'engagement de la famille. Celle de Millau, l'entreprise Buscarlet, avec Merle et son genre de carrière, est acquise. Et il y a là, évidemment, matière à recrutement. Il y a Sorgue et Tarn à Saint-Afrique. La direction n'est pas favorable à la résistance, elle est neutre. C'est la famille Michel, avec Madame Michel à Gissac. Mais il y a des cadres, il y a des ingénieurs qui, eux, sont favorables. Mais il y a surtout le cœur de ces entreprises sud-aveyronnaises incarnées par Roquefort. Autour de Roquefort, et j'insiste sur cet élément, va se construire un véritable système auquel vont adhérer des hommes et des femmes, des entreprises. La Société des caves est assez
uniques dans cette répartition. D'abord, Léon Fréchet bénéficie d'un tissu humain de qualité. Aucune autre entreprise ne présente des cadres aussi unis, aussi fidèles. André Biraud, Achille Galtier, Jean Bosque, Jean Calme, Pierre Descupes, de Montalembert, qui est un officier des chantiers de jeunesse qui a rallié Rigal. Des personnes extérieures, le docteur Vérac, ça a été dit, mais je le rappelle parce que c'est important. Entre ces hommes, ce premier cercle, fidélité et force des liens sont évidents. Mais il y a surtout ce que va réussir Léon Fréchet, c'est à créer la fonctionnalité d'un système avec la complémentarité, à la participation de la société en personnel, en camions et en argent. On l'oublie parfois, va s'ajouter ce qui est l'une des clés de la réussite du système Roquefort, c'est la complicité du monde agricole. Sans ces paysans, sans ces ruraux qui avaient confiance en M. Fréchet, n'aurait pas pu se dérouler l'indispensable accueil des réfractaires, car il fallait bien les accueillir, les nourrir, les loger, en attendant la libération et les combats, puisque le choix était fait d'une résistance qui devait devenir rurale et en petits groupes, donc en petits maquis, que je ne confonds pas dans le mot avec les maquis de combat de la libération. On est dans des petits groupes de réfractaires qui se cachent, mais c'est déjà un petit maquis. C'est la grande idée de Léon Fréchet. Accueillir, cacher, regrouper par petites unités et surtout les disperser sur le territoire, éviter les concentrations parce que ça se repère et parce que c'est vulnérable. D'où des lieux structurants. Quels sont justement dans cette optique-là les lieux qui vont jouer un rôle majeur? M. Fréchet n'a pas tout inventé. Il a été aidé par les Millavois, par d'autres encore. Le premier centre qui est la porte d'entrée de tout le dispositif, c'est le Mona. Dans ce petit village de la Dourbie, il y a un centre qui était un centre d'accueil, mais pour des activités de secours. On y avait accueilli des aviateurs démobilisés alsaciens qui ne voulaient pas repartir et qui ne pouvaient pas repartir. On y accueille des jeunes chômeurs de Millau qui sont par ailleurs formés. On y accueille aussi des proscrits, quelques juifs, quelques étrangers qui se cachent dans une grotte, la grotte de la Clapade. Et on va aussi accueillir des réfractaires à qui le réseau Dutheil, le réseau d'Ancos, le réseau Vrignot, pour ceux qui connaissent ces Millavois, vont fournir des faux papiers. Ces jeunes ne sont pas destinés à rester là, il faut qu'ils aillent ailleurs, on va les répartir progressivement. Eh bien, le deuxième site d'accueil et d'orientation, c'est Tendigue. Tendigue existe, on n'a pas créé. Tendigue, c'est un lieu fromager. C'est une petite exploitation agricole. On va y créer officiellement une auberge de jeunesse. Et quoi de plus normal de voir des jeunes gens dans une auberge de jeunesse? La seule différence, c'est qu'ils sont avec des faux papiers, ils sont protégés et on essaie de leur trouver une affectation ou une cache plus sûre. C'est une plateforme d'orientation. Et Tendigue deviendra en plus une cache de nourriture et d'armes pour les futurs maquis de combat.
troisième lieu, la couvertoirade, éphémère, à la différence des deux autres. La couvertoirade est une création de Dutheil. Il possède l'ancien presbytère. Il y crée un lieu d'accueil officiel, et même subventionné par Vichy, pour que des jeunes soient là pour travailler à la réfection des remparts. Reste que le travail n'avance pas beaucoup. Évidemment, on démolit la nuit ce qu'on a fait le jour. C'était une façon de faire durer, reste que la police s'en est mêlée. Et le petit groupe a dû, notamment le groupe Thévenon, a dû partir vers un autre type d'accueil, qui est un accueil cette fois, non plus d'orientation, mais de refuge et de repli. Cette deuxième génération, Roquefort en a déjà inventé l'existence avec le petit groupe des Clédel. On connaît Roger Vialette, Émile Vissac, Albert Peyre, plus tard Robelot, Louis Crouzat. C'est le premier petit maquis au sens strict. Ce sont des réfractaires dans un lieu qui se veut secret. Il ne restera pas longtemps et le groupe se dispersera. Deuxième lieu, le Guillaumard, où là, sous l'apparence activité de carbonisation, on reçoit des jeunes qui sont soi-disant, qui fabriquent du charbon, mais qui en même temps font du repérage, cherchent des caches et surtout essaient de voir comment on peut éventuellement regrouper avec des armes et envisager une action. C'est encore Salmanac, où sous le couvert d'une coupe de bois, on va accueillir les anciens du Guillaumard qui se sentaient en danger. Mais là, ça va durer 2 mois, Salmanac. On coupe un peu de bois. Malheureusement, le groupe prend une initiative, c'est d'organiser un vol dans le magasin Vigrousse. Ça tourne mal. Et le groupe de Salmanac va devoir aller se cacher, trouver refuge, mais cette fois à Saint-Beauzély, dans la grotte, à Saint-Bolise, pardon, dans la grotte des Baumes. Et puis, dernier lieu encore de refuge, le Terrier, la ferme du Terrier, où a été accueilli Jean Bosc. Tronas, vers le Combalou, vers Sylvanès. Ou encore du côté de Brusque, la Mouline d'Arnac, ou encore la Borie des Combes, où déjà Tessier, l'organisateur qui était venu du Var, a regroupé des jeunes en attente d'une mobilisation et d'une action. Et le troisième niveau, enfin, arrive, mais il est tardif, de ces petits maquis qu'on va appeler maquis action. Mais on est déjà en février 1944. Pour la première fois, on parle d'armes, on parle d'action, on parle d'explosifs, on parle de mitraillettes. Tout cela parce que simplement, Léon Fréchet a réussi dans son organisation à convaincre par les réseaux à obtenir les premiers parachutages. Premier parachutage février 1944. Et surtout, le fait déterminant, c'est l'arrivée de 2 instructeurs, officiers de la France libre, Clé et Cadenas. Ils sont arrivés dans la région fin 1943, début 1944. Ils ont été transportés par Léon Fréchet lui-même sur le Sud-Aveyron. Et désormais, ces 2 hommes, au moins pour quelques mois, ils sont tous les 2, vont agir. Ils agissent, premier lieu, au Pinet. Pourquoi le Pinet? Le barrage du Pinet, parce qu'il y a là un groupe de résistants autour du directeur Subsol.
Et des groupes de jeunes peuvent, à demeure, dans une relative sécurité, s'entraîner au maniement des armes, y compris tirer. On commence à manier les munitions, l'armement. Le deuxième lieu, après le Pinet, c'est le Bouscalouz. Alors, ça surprend, le Bouscalouz n'apparaît que à la fin mars, début avril. C'est la conséquence d'une attaque contre le Pinet par la brigade Marty, police de répression s'il en est, et qui a obligé les deux groupes qui étaient dans ce lieu à se disperser. Et le groupe Thévenon, qui joue un rôle essentiel, est parti vers Villefranche de Panat pendant plusieurs semaines. C'est de l'errance, c'est du danger, avant de revenir, trouver refuge au Bouscalouz, mais il garde sa fonction de petit maquis action. Et du Bouscalouz jusqu'au 3 mai, date à laquelle il sera à son tour attaqué, ce petit maquis du Bouscalouz va agir. Ils vont mener des actions, notamment une contre Tournemire, contre les pylônes de la région de Fondamente. Et il était prévu même qu'ils aillent à Aguessac attaquer le chantier de jeunesse qui était en difficulté, moribond, en pleine décomposition. Si j'insiste sur ces lieux, sur leur diversité, ils ne sont pas seuls. Entre eux, il y a des relais, ce qui suppose donc que tous ces jeunes qui sont accueillis se déplacent beaucoup. Je vais vous indiquer rapidement le trajet tel qu'on peut le repérer dans les carnets de Thévenon, d'Albert Thévenon. Il arrive à Millau en mars 1943, il va au Mona, puis on le retrouve quelque temps après à Tendigue, puis il part à la Couvertoirade le 3 mai, le 12 juin, il part sur le Guillaumard. Le 29 juillet, il est à nouveau à Tendigue. Le 23 mars, il est à Maussac, chez un agriculteur où il travaille. Le 30 août, il est à nouveau à Tendigue. Puis il est à Salmanac pendant les 2 mois. Puis il part à Saint-Bolise. Puis il part chez lui, visite à sa famille. Il revient début janvier 1944 à Saint-Bolise. Puis il part au Pinet. Et il revient à Saint-Bolise et il repart au Pinet. Et c'est là qu'il subit l'attaque, que le groupe subit l'attaque de la brigade Marty. Il cherche refuge un certain temps avant de se fixer au Bouscalouz, où là, pour lui et le groupe en tout cas, l'aventure se termine mal. Vous voyez bien cette extrême mobilité. Comment une telle mobilité, un tel accueil ont-ils pu s'accomplir? Et tout simplement parce qu'il y a un formidable élan de solidarité. Moi, je parle d'archipel de solidarité. Ce sont des ensembles de gens qui, dans leur diversité, acceptent d'aider les uns temporairement, les autres plus longuement, les autres ponctuellement, et puis disparaissent, d'autres reviennent. Ce sont tous ces gens qui ont permis à la résistance de fonctionner. Alors, je vous donne quelques noms. J'ai cité déjà Dancos et Vrignot, on peut citer Denis Lecouls à Riquista, on peut citer les hôteliers, Sol à Lessac, Devic et Nouvelle à Saint-Afrique, Tabariez à Belmont, des garagistes essentiels, Thomasy, Bonafé à Cavarès, ou encore les docteurs, Cossat et Vérac, des instituteurs souvent qui fabriquent, parce qu'ils sont secrétaires de mairie, fabriquent les faux papiers
essentielle comme entraide. Des gendarmes qui aident les réfractaires. On connaît souvent le gendarme Marty à Camarès, mais rien n'a pu remplacer la forte implication du monde paysan. Je crois que là, il y a une justice à rendre. On a trop longtemps dit et écrit, et moi le premier, que la paysannerie était pétainiste. Mais oui, peut-être, au début, oui. Mais elle s'en est détachée, et beaucoup, tout en restant par idéal, par esprit ancien combattant, fascinés par le maréchal, lui, la personne, se sont détachés du régime. Et beaucoup ont aidé la résistance. Je citerai pour mémoire Belouguet à Monteillé, Aurillac-Lagasse, qui a joué un rôle essentiel avec son exploitation. Les trois frères Moulin à la Cadenède, sur le plateau de Saint-Victor. La famille Coste à la Camargue, Ribourguil. La famille Barthes à Ramondin. Les familles Rouquette et Prieux à Mounès-Prouincou. De Galy à la Bastide Pradine. Monsieur Payès, propriétaire de Lafage, qui a beaucoup aidé. Crouzat au Bouis de Mollor. Castan au Saros. Mousset au Terrier. Et, je dirais, tant d'autres. C'est si vrai que lorsque Fréchet a été en danger et que le commandement régional de l'AS lui a proposé de quitter par sécurité le Sud-Aveyron, qu'il a refusé, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le refus, c'est l'argument que je vous livre. Les paysans qui m'ont rejoint l'ont fait parce qu'ils avaient confiance en moi. Ils ne comprendraient pas que je m'en aille, j'aurais l'air de les abandonner. Je crois que là est parfaitement résumée la confiance que le monde agricole et Léon Fréchet avaient les uns dans les autres, et ça peut être aussi une des clés de cette réussite. Car si Fréchet a été un grand organisateur, il n'a pas manqué non plus, vu la durée, il est resté chef 17 mois, ce qui est parmi les 4 le mandat le plus long. Il est devenu par nécessité un chef de guerre. D'abord, ses responsabilités ont été multiples. Elles ont été toujours confirmées par les instances dirigeantes départementales et régionales, dont la confiance n'a jamais été démentie. Malgré la surveillance dont il a été l'objet, il a su prolonger ses activités jusqu'en Lozère. Or, il se déplace beaucoup. Il a échappé plusieurs fois à plusieurs arrestations. Il s'est occupé non seulement du commandement départemental, mais il s'est aussi occupé du service de renseignement AS, notamment du réseau Action. Il a aussi œuvré à l'organisation militaire des maquis, à l'homologation des terrains de parachutage qui vont devenir essentiels entre juin et août 1944. Mais pour lui, le choix de guerre, et j'insiste bien pour bientôt terminer, c'est l'attentisme. Attendez, ne nous méprenons pas sur le sens du mot, il n'est pas question de ne rien faire. C'est d'attendre le jour J, mais c'est volontaire, c'est tactique, en attendant que les armes arrivent, que les hommes soient formés et que l'encadrement, qui était la faiblesse essentielle des maquis, soit assuré. C'est cela pour lui l'attentisme. Et il s'est toujours opposé à ceux qui voulaient l'action immédiate. Lui, il a trouvé trop risqué, faute d'armes, faute de cadre, faute de vision générale. Et il a tenu bon.
Cela a permis évidemment progressivement de créer des maquis, mais qui ne sont pas encore les maquis mobilisateurs puisqu'il ne les a pas connus. Ils n'interviendront qu'en juin 1944, il n'est plus là. Cette orientation tactique, elle s'est quand même accompagnée d'actions sur le terrain, et d'où sur des problèmes, sur des arrestations. Parmi les 4 problèmes que Léon Fréchet a dû assumer, il y a eu d'abord, fin 1943, les multiples arrestations du Nord-Aveyron, qui sont liées à une traîtrise, la traîtrise d'un individu, Pflom, que l'on connaît bien, qui est passé au service de la Gestapo, mais qui est responsable de la multitude d'arrestations fin 1943, et parmi ceux qui ont été arrêtés, François Galtier, qui est mort à Buchenwald. Deuxième responsabilité assumée par Léon Fréchet, les conseils de guerre. Lui, qui pourtant avait une vision très humaniste, a assumé de faire condamner à mort ceux qu'il considérait comme des ennemis, notamment des miliciens, ceux de Sainte-Afrique, Cabanel et Laurent. Il a aussi assumé quelques opérations punitives, notamment celle de Tournemire, en mars 1944. Il a dû faire face aux multiples arrestations de février jusqu'à la sienne en mai 1944, celle d'Alfred Merle en février, suivie de celle de Maître Delabaume à Millau, celle de Pierre Descupes, celle de Mademoiselle Salvignol et d'André Martin avec l'hôtelier de Vic à Sainte-Afrique. Or, là, il a eu un gros problème à résoudre, c'est le fait qu'André Martin, arrêté, est annoncé comme devenant un acteur de la brigade Marty, c'est-à-dire une brigade de police faite de tueurs. Imaginez, le commandement de la résistance condamne André Martin à mort, hein. C'est un traître en apparence. Et c'est vrai que pendant 8 jours, l'incertitude a pu apparaître. Et Léon Fréchet a pris la décision d'assumer un contact avec André Martin à Montpellier, dans le secret, contact qui a été assuré par Louis Gasque de Belmont, qui était un des responsables locaux de l'AS, et il lui a après garanti, j'insiste bien, et les archives telles qu'elles sont disponibles, notamment de la brigade Marty dans certains centres documentaires, le confirment aisément, avec des garanties à donner ordre à André Martin de faire le double jeu, autrement dit de rester à Montpellier et d'informer la résistance. Et on peut dire que André Martin l'a fait. Je veux mettre un terme à tout ce qui se raconte sans preuve, même si c'est paradoxal, même si c'est choquant. Ça a été fait conformément aux ordres de Léon Fréchet. André Martin est revenu au mois de juin dans la résistance AS et il avait fait du bien à la résistance, il a évité des arrestations, il a transmis des secrets de la brigade Marty qui ont été valorisés, il a même pu trouver des armes. Néanmoins, il y a eu quelques désaccords. Hein. Léon Fréchet est en désaccord avec De Genouillac. De Genouillac, lui, rêve de maquis, gros maquis, combatifs tout de suite, et là, Fréchet s'y est opposé. Comme Léon Fréchet et Jean Bosque avaient plus que des nuances. Jean Bosque voulait, lui, une résistance d'accueil, de sauvetage, d'entraide, beaucoup moins
une action militaire. Reste que Léon Fréchet était chef de guerre et il a assumé cette mission. Parce qu'il est sur le terrain, parce qu'il poursuit sa lutte, parce qu'il se déplace beaucoup, Léon Fréchet est devenu un personnage vulnérable, d'autant qu'il a refusé de partir alors qu'il se savait en danger. La cause en est le 4 janvier 1944 par une descente allemande sur Roquefort, journée décisive s'il en fut, où Léon Fréchet échappe de peu, avec Jean Bosc, à l'arrestation, et le voilà devenu un clandestin, un fugitif. Et comme tous les fugitifs et clandestins, il doit changer souvent de nom. On le connaît sous le nom de Sec, de Cosse, de Méjean, de Blanc, de Nègre. Et selon les documents, on a toujours des variantes. L'essentiel est d'échapper à la Gestapo ou à une éventuelle arrestation. Ce qu'il ne sait pas, c'est que lors de la descente du 4 janvier, la Gestapo a récupéré une de ses photos et cela lui sera fatal lors de l'arrestation du 3 mai. Sa présence est signalée dans de nombreux points de l'Aveyron. Pendant ces quelques mois qui précèdent son arrestation, on le signale à Lessac. Il va à Pinet, auprès des jeunes. Il va au Bouscalous, auprès des jeunes, à qui il rend visite. Il va à Tournemire, sur les lieux des sabotages, alors qu'il est en danger. C'est un homme d'action. On le retrouve à Villefranche-de-Panat, à Faverolles, où il échappe à la brigade Marty, le jour où André Martin et Subsol ont été arrêtés. Il va à Requista clandestinement, mais là, c'est pour une raison familiale. C'est que son épouse et les enfants étant momentanément accueillis à Requista, il va leur rendre visite. On le retrouve à Aurillac-Lagasse, on le retrouve à Espalion, on le retrouve encore à Rodez. Et s'il est à Rodez le 3 mai, c'est parce qu'il est, lui, le chef départemental, sur le lieu où se prépare un gros coup. Le maquis doit attaquer le dépôt d'essence, puisque les besoins se font sentir un peu partout. Et c'est ce 3 mai de préparation pour le coup, pour l'attaque du 5 mai du dépôt d'essence, qu'il est arrêté avec Paul Clé et le lieutenant Barbet dans un hôtel où il avait l'habitude de descendre. Et le voilà prisonnier de la Gestapo. Cette affaire de Saint-Félix allait avoir des répercussions importantes. D'abord, Paul Clé décide, lui, de se suicider. Il a sa petite ampoule de cyanure et il meurt tout de suite. Léon Fréchet, pour des convictions personnelles, religieuses, entend assumer. Il va, malgré la torture, malgré les interrogatoires musclés, d'abord, puis les vraies tortures, la baignoire d'eau glacée, puis les coups. Il dira toujours « Non, je m'appelle Marius Sec, je ne suis pas Léon Fréchet », jusqu'au moment où la photo, enfin, est sortie, et pour le confondre. À ce moment-là, il s'incline et dit « Oui, je suis Fréchet, chef de la résistance départementale ». Il va subir l'emprisonnement à Rodez, puis à Montpellier, et le 17 août, après avoir été transféré à Royalieu, à Compiègne, il est déporté. La déportation est celle que l'on connaît à Buchenwald. Lui sera ensuite déplacé vers un commando industriel, Vitaine, qui est dans l'Arour,
à Bochum, à côté. C'est un commande industriel, mais en fait, c'est toujours la déportation. Il connaîtra les derniers moments des marches de la mort et il est libéré au mois d'avril 1945. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut dire de ce parcours exceptionnel, de ce rôle essentiel, unique, dans la construction de l'histoire de la résistance aveyronnaise et particulièrement sud-aveyronnaise. À sa mort, un historien, Alfred Foucras, a dit de lui: la personnalité de Léon Fréchet se manifeste sur les plans les plus divers de l'esprit, de la hauteur morale, du caractère, de l'action puissamment organisée, de l'énergie et de la constance dans la poursuite des buts fixés, dans l'affrontement avec les événements et les hommes. Pris par l'ennemi, torturé, battu à mort, il n'est jamais abattu mais debout. Je vous remercie. On avait prévu 5 minutes. Il faut arrêter? Si quelqu'un... Mais alors, pas beaucoup de questions, alors choisissez-les. Il faut qu'on puisse y répondre brièvement. Bon, voilà les deux éclairages que nous voulions vous apporter, parce qu'ils sont, je pense, au cœur même du travail de l'amicale du Maquis Paul Klee. Mais on va bien au-delà des personnages évoqués aujourd'hui. Hein, Monsieur Guibert, je vous en prie. Voilà, tout à l'heure, monsieur qui disait que monsieur Léon Fréchet était né à Nîmes dans le Gard. Et aujourd'hui, peut-être d'autres avec moi, se posent la question comment il a abouti dans l'Aveyron pour venir directeur de société et puis... Voilà. Merci. Je vais vous répondre. Donc, Léon Fréchet, effectivement, est né dans le Gard. Après la Première Guerre mondiale, il a fait Polytechnique. Donc, il est sorti en 1919, je pense, de l'école Polytechnique. Et il a été appelé en 1923. Alors, il a commencé, Monsieur Fréchet, votre père a commencé à travailler, je crois, dans le Nord, dans une usine de boutons, si je me souviens bien, c'est ça. Et ensuite, en 1923, il a été appelé chez Maragrimal. Alors, à l'époque, l'entreprise Maragrimal était indépendante. Elle était dirigée par Mademoiselle Maragrimal. Et Mademoiselle Maragrimal a dû se mettre en société à l'époque, pour des raisons, les banquiers l'ont obligé à se mettre en société. Et est arrivé à cette époque-là de nouveaux actionnaires, et notamment un actionnaire qui est devenu vice-président du conseil d'administration de Maragrimal, qui était Jean Cos. Jean Cos était le beau-père de Léon Fréchet. Et donc c'est Jean Cos qui a fait rentrer Léon Fréchet chez Maragrimal, et d'abord, au départ, comme stagiaire, et puis après, très très rapidement, il est devenu directeur. Voilà. Donc voilà pour comment... Et donc, alors après, derrière, comment il est parti de Maragrimal. En 1928, en fait, vous avez Mademoiselle Maragrimal qui a vendu son affaire à la Société agricole de Roquefort, à Victor Solanet. Hein. Et donc, Jean Cos, qui était vice-président du conseil d'administration, a démissionné, ainsi que les autres actionnaires, hein, les autres administrateurs, pardon, et Léon Fréchet est parti de chez Maragrimal. Et à ce moment-là, il avait prouvé, je pense qu'il avait prouvé sa valeur professionnelle. Et il y avait en face un monsieur qui s'appelait Émile Masclet, qui était le directeur de société, et qui, tout de suite, lui a proposé un poste de directeur. Et donc, à ce moment-là, Léon Fréchet et Robert Fleury sont devenus tous les deux directeurs. Alors, ce qui était important, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils avaient exactement la même signature. Quand on lit au niveau des conseils d'administration de société, quand on demande une signature d'un directeur, on dit un des deux directeurs doit signer. Alors que ce soit pour l'achat d'un terrain, la vente d'une fromagerie ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils étaient ensemble. Voilà. Merci beaucoup.
Oui, Henri, tu viens de nous développer un exposé très intéressant, exhaustif de l'histoire de la résistance locale. Mais je pense, et j'invite le public, à qui sûrement tu as ouvert l'appétit, de se retourner pour en connaître davantage vers l'ouvrage que tu vas éditer à la fin de l'année. Voilà. Non, c'est vrai, parce que tu as dit beaucoup de choses, mais il y a, dans le contexte local, régional, départemental, ce n'est pas complet. Et ça, ce complément, on pourra le trouver dans ton bouquin dont je connais déjà la trame. Dans notre livre. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir, pour arriver à situer un peu la résistance dans l'Aveyron, quelle était la place par rapport aux autres résistances ailleurs dans la France résistante, justement. Sur le sud Aveyron, tel que les districts permettent les districts créés par Léon Fréchet, c'est l'AS qui est essentiel. Sévérac, c'est le maquis Testor, AS. Maquis Libération ou Arrête Sol, enfin un peu le... Bon. Sud-Aveyron, c'est le maquis Paul Clé. Je parle des maquis mobilisateurs qui sont le reflet de tous les petits maquis, de tout le travail qui est fait en amont, qui a été fait en amont. Et sur le maquis Nocel-Réquissa, c'est le maquis Antoine, mais qui est un maquis Vény, mais c'est l'AS. C'est le maquis AS. Dans le Nord Aveyron, c'est beaucoup plus équilibré. Je parle de l'Aubrac. Il y a des petits maquis FTP et un maquis AS important, le maquis Jean-Pierre, auquel est venu s'ajouter le maquis Roland, dirigé par Carrière, le gendre d'Alfred Merle, qui a créé ce maquis AS dans le Nord-Aveyron. Par contre, dans le Villefranchois, c'est l'AS, avec le maquis du Guesclin. Et sur le bassin, alors là, incontestablement, ce sont les FTP. La sociologie, les maquis, souvent, sont le reflet de la sociologie locale. Hein. Mais sur l'Aveyron, globalement, c'est l'AS qui est l'élément militaire le plus fort. Mais il y a des raisons. Si l'AS a eu un tel impact, c'est parce qu'elle a bénéficié, quelles que soient les branches qui la composent, hein, puisqu'il y en a plusieurs, des parachutages. Dans l'Aveyron, tous les parachutages, les 52 parachutages, ont été faits à des maquis AS. Aucun au FTP. Les parachutages d'hommes, d'instructeurs par la France libre, les missions, ou encore les missions Jetbird, qui sont des missions alliées, ont toutes été affectées à l'AS. Autrement dit, elle bénéficie à la fois du nombre, de l'armement, de l'instruction et de l'appui allié. Et ça, c'est fondamental. D'où l'Aveyron, parce que l'AS est forte, va devenir un refuge, y compris pour les directions régionales, AS ou MUR. Quelquefois, vous trouverez direction MUR, c'est pareil. Hein. L'AS, c'est l'aspect militaire, les mouvements unis de résistance, c'est l'aspect directionnel politique, hein, mais c'est pareil. Voilà. Par rapport à une résistance comme dans le Vercors ou ailleurs ? Ah non, c'est... il n'y a pas d'équivalent. Fréchet s'est opposé à ce qu'il y ait de gros maquis. Donc on ne retrouve pas l'équivalent du Montmouchet, on ne retrouve pas l'équivalent du Vercors. C'est une volonté tactique du chef départemental et elle a été respectée jusqu'au moment où il a fallu créer les maquis mobilisateurs. Mais là, c'est l'ordre plus général qui intervient. Il faut, à partir du débarquement allié en Normandie, s'opposer aux Allemands. Mais là, on ne passe plus des plans, des fameux plans verts, bleus, verts ou marrons, on passe au plan rouge, c'est-à-dire la guérilla à outrance. Mais je n'en ai pas parlé puisque
on s'est focalisé sur Roquefort et sur Fréchet et Fleury. Hein. Voilà. Mais par contre, le plan rouge, il est appliqué évidemment avec de toutes autres règles. Et d'ailleurs, le chef à ce moment-là, c'est Richard. C'est quelqu'un qui est nommé par la région, c'est plus un Aveyronais. C'est un, j'allais dire un étranger, mais en fait, c'est un chef. Allez-y. Avec non, au niveau où l'on travaille, il y a, le lien, il n'est jamais direct. Il peut... Non. 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 D'ailleurs, on parle beaucoup, nous, de la période 42-43. Jean Moulin disparaît dès le mois de juillet 43. Mais au demeurant, il y a eu un lien, puisque c'est quand même après l'action de Jean Moulin que l'unité de la résistance va se faire, notamment le regroupement des mouvements unis de résistance. Par le Conseil national de la résistance, il y aura le deuxième niveau d'unité, mais dans l'Aveyron, l'unité des résistances, AS Mur, aura FTP, ne se fait, ce qu'on appelle les FFI, ne se fait que le 14 août 1944, 4 jours avant la libération. Je n'en dis pas plus. Voilà, maintenant je crois qu'on va devoir...